Merci Stéphanie Colo, deuxième partie de l'émission. En effet, on va parler de ces problèmes, de ces défis, des enjeux de cette année pour les entrepreneurs de France. Nous sommes en direct de l'hippodrome de Longchamp. Nous accueillons Stéphane Nomis, fondateur et CEO de Hippon Technologies. Et accessoirement, last but not least, vous êtes aussi président de la Fédération française de judo. Bonjour. Bonjour. Nous avons Thierry Meillat, avocat, qui parlera avec vous de ces problèmes de recrutement et des grands défis du recrutement tout à l'heure. Benoît Serre est aussi avec nous, vice-président de la NDRH. On a Bonjour. beaucoup de choses à se dire, Benoît Serre, en ce moment. C'est vrai qu'on parle de grandes démissions, on parle de plein de défis des chefs d'entreprise. Mais je commence par vous, Stéphane Nomis, CEO donc de Hippon Technologies. Vous allez nous expliquer, parce que vous êtes ancien sportif de haut niveau, Hippon Technologies, c'est pas un hasard, effectivement. Vous avez créé votre entreprise dans le numérique. Qu'est-ce que vous faites pour vos clients? Vous avez une centaine de clients aujourd'hui, expliquez-nous. Aujourd'hui, Hippon s'est créé il y a 20 ans. On est une ESN, une entreprise de services numériques. On développe des outils à haute valeur ajoutée, critiques pour nos clients. Et aussi, on aide les entreprises à faire leur transformation digitale. Alors, ça passe par la création de sites internet, de sites intranet, de cloud. Donnez-nous des exemples avec certains clients, par exemple. Par exemple, si je prends durant le Covid, les Galeries Lafayette ferment. On doit proposer quelque chose rapidement pour récupérer du revenu. Ils créent les fameux click and collect, ship from store, et on génère tout de suite la rentabilité de l'outil qu'on a mis en production en 4-5 mois, et c'est parti. Ils ont besoin de se renouveler rapidement et on est là pour ça. La transformation numérique des entreprises, on en parle très souvent en ce moment, depuis plusieurs années, depuis finalement la pandémie, parce que beaucoup d'entreprises ont eu ce besoin récemment. Mais vous existez depuis 20 ans. Comment s'est transformée votre activité au cours des dernières années, par exemple ? Non, on a toujours fait de l'informatique, on a toujours développé des outils, mais les outils sont différents, beaucoup plus modernes, beaucoup plus agiles. Si je prends par exemple un autre exemple, EDF avec tous les besoins actuels, ils créent des startups, ils font appel à des sociétés comme la nôtre sur des marketplaces d'énergie renouvelable. Ils vont chercher de l'énergie partout et ils la centralisent et ils la revendent à tout le monde. Ce sont ce genre d'outils qu'on crée, mais c'est des outils rapides. C'est là où ça a changé. Avant, on faisait des logiciels qui duraient 2 ans, 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, on fait des logiciels en 6 mois. Vous travaillez avec des partenaires, vous êtes présent sur 4 continents, vous travaillez notamment aux États-Unis. Le cloud, vous utilisez de quoi? Vous utilisez un cloud français? Non, majoritairement, on utilise Amazon. C'est le leader du Pourquoi Amazon? C'est le leader du marché. Ouais. C'est le plus gros, c'est le leader du marché. On est là aux États-Unis depuis 6 ans. Ils étaient là, on a vite appris, on a formé tous nos ingénieurs dessus et on les utilise. Vous travaillez aussi avec OVH? Oui, on travaille avec OVH. Surtout sur les Français qui ont des données sécurisées. Ils veulent pas mettre leurs données sur le cloud américain. Donc là, on utilise OVH. Et alors, ce qui est très intéressant dans votre entreprise Hippon Technologies, vous avez 700 salariés, c'est ça aujourd'hui? 700 salariés. Majoritairement quoi? Des ingénieurs? Ingénieurs de grandes écoles majoritairement. Et alors vous dénotez, parce que nous on parle constamment avec Lorraine Goumeau, c'est vrai, on parle énormément de grandes démissions, de gens qui n'arrivent pas à rester dans leur poste, qui ont envie de changer, une quête de sens. Vous arrivez à les conserver, vos ingénieurs? Comment vous faites? Nous on fait 20% de croissance tous les ans. Covid ou pas Covid, on grandit de 20%. 20% d'activité en plus, mais ça veut dire 20% à chaque fois d'embauche d'ingénieurs? Oui, de CA, donc d'embauche d'ingénieurs. Et donc on doit recruter, on doit être les meilleurs sur le recrutement. Et ça marche, et ça fonctionne très bien. On a des secrets quand même. C'est quoi les secrets justement? Le premier secret, c'est de donner du sens aux ingénieurs. Ouais. Cette nouvelle génération, elle veut du sens. Elle veut qu'on les écoute. Elle veut créer ses propres outils. Elle veut avoir les bons outils pour bien travailler. Ils sont prêts à travailler, ils ont envie de travailler, mais ils veulent être sur les bons projets. C'est vraiment important. Bonnes conditions, bons projets, c'est le plus important pour eux. On va continuer à parler des raisons pour lesquelles vos ingénieurs restent, mais c'est vrai que cette profession, ce secteur, Lorraine Goumeau, est-ce que est particulièrement peut-être protégé de la grande démission ou pas particulièrement? Les ingénieurs et tout ce qui est métier informatique, en tout cas, ils sont chassés, et pas seulement depuis quelques mois, pas seulement depuis qu'on commence à mettre un terme sur ce mouvement de grande démission, même si à BFM Business, on préfère parler de grande rotation. Oui, c'est vrai. On rappelle quand même
même que 8 personnes sur 10 qui démissionnent ont déjà un job derrière. Il y a quand même une grosse mobilité sur ces profils. Ce qu'on retient, c'est que c'est des gens qui sont devenus essentiels dans notre économie, quel que soit le diplôme. Vous parliez des grandes écoles et des ingénieurs au profil les plus classiques, mais aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui arrivent à utiliser des gens, par exemple, qui ont un doctorat en mathématiques et les mettre sur une fonction où avant, on allait chercher simplement entre guillemets quelqu'un d'une école d'ingénieur, mais aussi des écoles pas forcément aussi grandes qui arrivent à placer sur le marché pénurique beaucoup de leurs diplômés. Stéphane Nomis, l'un des grands secrets, c'est aussi la formation régulière. Vous remettez tout le monde à la formation très régulièrement chez vous. Nous, la formation, c'est la clé chez moi. Comme dans le sport, il faut se former tout le temps. Il faut être toujours up-to-date. Et ben, on fait pareil dans l'informatique, on fait pareil dans notre société. On a créé un programme Black Belt. Quand un ingénieur d'une grande école, par exemple, même un polytechnicien, il vient chez nous, il devient ceinture blanche. Et chaque 6 mois on ou sent un judoka an, chez vous. Exactement, il passe ceinture jaune du cloud, ceinture bleue, jusqu'à ceinture noire du cloud. Et une fois qu'il est ceinture noire, eh ben, il peut prétendre à d'autres choses. Benoît Serre, c'est vrai qu'il y a des entreprises comme ça qui arrivent à garder leurs troupes. C'est une question de sens, c'est une question de formation. C'est pas tout le temps une question de salaire, Benoît Serre. Non, même si le salaire reste un élément, surtout en ce moment, mais c'est plus, moi je dirais que c'est plutôt une question de... Vous savez, on parle beaucoup de culture d'entreprise, moi je préfère parler de personnalité d'entreprise en fait. Par exemple, l'exemple de la ceinture blanche, le fait que le dirigeant soit un champion de judo, ça crée de la personnalité d'entreprise. Donc les gens sont effectivement sensibles au sens, à l'activité, évidemment à la rémunération, à l'évolution de carrière, à la formation, mais aussi à la personnalité, autrement dit à ce qu'on sent qu'on est dans l'entreprise. Et d'ailleurs, la période actuelle est intéressante puisque, vous l'avez rappelé, là, on parle de grandes démissions auxquelles je ne crois pas, je l'avais déjà dit, mais tout simplement parce que la courbe des démissions suit la courbe des créations d'emplois. Donc de toute façon, ça veut dire que les gens vont quelque part. Donc la question qui doit se poser dans les entreprises, c'est peut-être pas la question que vous vous posez, mais c'est pourquoi est-ce que dès que l'activité va mieux, les gens s'en vont? Oui. Ça veut dire qu'ils sont un peu là de manière contrainte. Et l'activité, quand elle va mieux, Stéphane Nomis, les gens s'en vont de chez vous? Non, parce qu'on leur propose les meilleurs projets. C'est vraiment hyper intéressant. Alors des fois, ils partent, hein. Des fois, ils partent. Mais alors, ce que vous m'avez raconté, c'est qu'ils partent pour des entreprises prestigieuses, souvent. Ouais, on peut pas lutter contre Google, on peut pas lutter contre Tesla, on peut pas lutter. Et mon dernier en date, c'est un ingénieur que j'ai emmené aux États-Unis. Il a brillé aux États-Unis et là, il s'en va, Alexis, chez SpaceX. Il devient ingénieur chez SpaceX, c'est le rêve américain et voilà. Là, une petite ETI française, elle peut pas lutter. La personnalité du chef d'entreprise, vous l'avez dit, Benoît Serre, est très importante. Vous avez créé notamment, Stéphane Nomis, une fondation, la fondation Hippon. Vous emmenez vos ingénieurs à vous, perso, ceux qui sont chez Hippon Technologies, et vous les faites travailler sur la fracture numérique. C'est quelque chose que vous aviez mis en place pendant la pandémie, ça? Ouais, juste avant la pandémie, mais c'est pas moi qui l'ai mis en place, ce sont les ingénieurs, cette génération-là, et ils l'ont mis en place. Ils veulent donner du sens, ils veulent donner quelque chose, partager leur savoir. Ils ont décidé d'aller en Afrique. On fait 12 projets par an. Ils vont construire 12 écoles numériques dans des endroits où il n'y a pas Internet, dans les écoles où il n'y a pas des fois l'électricité, et ils créent une école numérique dans des villes. Et ça, c'est leur donner du sens. C'est juste exceptionnel pour eux. Et après, ils l'ont fait dans les cités, juste à côté de Paris. Alors, pendant le Covid, on s'est aperçu qu'il y avait les mêmes besoins dans les cités autour de Paris. Et donc, on a décidé d'aller intervenir dans les cités. Thierry Meillat, c'est ce genre d'opération qui peut retenir les salariés dans leur entreprise, ou est-ce que c'est un cas un petit peu exceptionnel dans ce que vous voyez quotidiennement? Non, ce que je constate, mais c'est un petit peu ce que disaient mes camarades de plateau, c'est d'abord du sens, des projets, c'est-à-dire qu'il faut, en tout cas dans ce que je constate parmi mes clients, qui sont souvent de grandes entreprises, c'est que les salariés et la notion de projet de plus en plus chez les jeunes, et notamment les jeunes ingénieurs, ils veulent savoir pourquoi ils travaillent. Ouais. Il y a évidemment la rémunération et peut-être, par exemple, des questions qui reviennent beaucoup. Est-ce qu'il y a de l'intéressement? Qu'est-ce que vous avez comme avantage autre que le salaire de base? Donc ça, c'est un sujet. Et je dirais, troisièmement, la flexibilité. Notamment, évidemment, la grande question qui revient presque systématiquement dans l'entretien d'embauche maintenant, c'est quid du télétravail. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire vraiment cette idée de dire comment on travaille, quelles sont les méthodes de travail qu'on emploie. Et je pense qu'effectivement, ces trois critères permettent en tout cas de fidéliser. Après, comme on dit, l'évolution est liée aussi en fait à l'évolution de l'emploi. C'est normal. C'est pas une démission, effectivement. C'est plutôt du turnover. C'est des gens qui vont ailleurs. Benoît Serre, est-ce qu'on voit une différence entre les générations, des différences de comportement suivant l'âge des salariés?
Inévitablement, parce que, vous savez, le CDI en France, il emporte beaucoup de choses. Il emporte la protection sociale, il emporte tout un tas de choses. Il emporte, l'accès à l'emprunt, il emporte et il apporte. Et par conséquent, c'est vrai que quand les gens sont installés, qu'ils ont charge de famille ou autre, vous hésitez à 2 fois avant de changer quand même. Donc les nouvelles générations qui sont pas encore soumises à ces charges de famille ou à des charges d'emprunt sont nécessairement plus libres pour faire ce genre de choses dans un marché actif. Ça ne veut pas dire que les générations qui ont plus de charges n'ont pas l'envie de le faire. Et donc ça pose un autre problème, c'est que il n'y a rien de pire que de rester de manière contrainte dans une organisation, parce qu'à ce moment-là, je sais que vous parlez de la grande rotation, moi je parle du risque de grand désengagement finalement. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle aussi, on en a parlé il y a quelques jours, la démission silencieuse, Benoît Serre. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la dimension silencieuse, c'est que les gens sont là, c'est pas qu'ils font le minimum et ils sont pas vraiment dans le truc, autrement dit leur niveau d'engagement baisse, et dès qu'ils auront une opportunité, ils partiront. Donc ça a 2 conséquences. La première, c'est que souvent leur productivité est de moins bonne qualité. Et la seconde, c'est que du coup, ça fait un corps social assez instable et les entreprises détestent l'imprévisibilité. Et donc, lorsque votre corps social commence à être instable, parce que tout le monde est susceptible de partir, le risque devient plus élevé. Lorraine. On reste, on voudrait changer, mais on reste en étant frustré. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on appelle le désengagement. Vous savez que les entreprises courent après l'engagement depuis longtemps aujourd'hui. C'est d'ailleurs souvent un critère de fidélisation assez fort, donc c'est pour ça que ça se mesure, l'engagement. Mais au-delà de ça, dans certains métiers, il y a beaucoup de chasse, il y a beaucoup de concurrence entre les entreprises en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas du tout le phénomène américain avec des gens qui ont disparu du marché du travail. Finalement, on les retrouve en fait. On les retrouve à un autre endroit. On espère simplement qu'il y a une petite différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui démissionnent sans avoir rien derrière, parce qu'ils ont confiance dans le marché du travail tel qu'il se trouve aujourd'hui. Oui. Et j'imagine qu'on va beaucoup parler de ça pendant ces 2 jours. Il y a beaucoup d'imprévisibilité quand même. Si le marché se retourne brutalement, vous avez vu les chiffres de l'APEC qui sont sortis, qui montrent qu'il commence à y avoir un premier tassement de la création des emplois de cadre pour le moment. Et généralement, quand il y a tassement des emplois de cadre, derrière, ça suit un peu dans le même sens. Est-ce que la quête de sens du salarié passe aussi par la quête de sens, Thierry Meillat, je vous pose la question, de l'entreprise en elle-même, la mission qu'elle s'est donnée, les projets qu'elle se donne, peut-être prendre la transition écologique très au sérieux, les valeurs RSE? Je pense aujourd'hui, le vrai critère, c'est pourquoi on travaille en entreprise, en fait, en quelque sorte, et on voit de plus en plus ce questionnement. Et donc l'adhésion nécessite effectivement, encore une fois, cette notion de projet et de travailler pour un employeur qui réponde aux attentes. Et alors, au-delà peut-être des effets qu'on pourrait dire conjoncturels ou de mode, effectivement, il y a une véritable inquiétude que l'on voit énormément. Alors, par exemple, par l'intermédiaire des représentants du personnel, depuis mon angle droit du travail, mais qui revient de plus en plus sur, effectivement, la responsabilité sociale d'entreprise, sur la qualité de vie au travail, sur les négociations en la matière. Ça devient un sujet extrêmement important, constant, et c'est là aussi que les salariés vont trouver un intérêt pour telle ou telle entreprise. Stéphane Nomis, c'est là-dessus que vous jouez, vous. Il y a la Fondation, on en a parlé. Est-ce que l'engagement écologique est important aussi? Ouais, je veux répondre à mon collègue. C'est vrai, moi j'ai voulu proposer une convention à 500 de mes ingénieurs. On devait partir à Marrakech, ça c'était au mois d'avril. Eh ben, ils sont jeunes, ils ont dit non, taxe carbone, on ne prend pas l'avion à 500. Ils ont organisé un voyage à la Grande Motte, en train. Ils ont changé d'emblée. Ils prennent beaucoup de décisions, vos ingénieurs, Stéphane Nomis. Cette génération-là, elle a changé. Elle a envie d'être impliquée. Oui. Elle a envie d'être impliquée sur le RSE. C'est vraiment très, très important pour elle. Donc, il faut les laisser faire. Et dans l'activité elle-même, l'installation de matériel informatique, la formation des gens, le cloud, le cœur de votre activité, comment vous faites pour réduire le bilan carbone de votre entreprise? Comment ils font vos ingénieurs? Bon, déjà, ils voyagent beaucoup à vélo. Donc ça, c'est bien. Ils font attention aux avions. Avec le télétravail, c'est impossible. Aujourd'hui, on peut pas avoir une société d'ingénieurs informatiques si on ne propose pas du télétravail. Nos ingénieurs, ils l'ont très bien compris. Et alors, ils sont à combien de parts de télétravail? Une journée, 2 journées maximum au travail. C'est l'un des arguments. Ah ouais, nous, on a bien compris ça. Comme aux États-Unis, d'ailleurs, ils l'ont très bien compris là-bas aussi. Et après, ils font attention à leurs ordinateurs, aux écrans. Tous nos ordinateurs, ils sont recyclés. Ça, c'est ultra important. Quand on embauche quelqu'un, on
on plante des arbres. Ouais. Ils font vraiment attention. Ils proposent des idées, ils font attention. Lorraine Goumeau. Thierry, qu'est-ce qu'on dit aux patrons et aux patronnes qui nous écoutent, aux dirigeants qui voudraient avoir une dynamique d'engagement, engager leur entreprise, notamment sur le thème environnemental? Qu'est-ce qu'en droit du travail on peut enclencher? Alors, vous savez que c'est vraiment un vaste chantier aujourd'hui encore. Il y a un an était votée la loi Résilience et Climat, 22 août 2011, donc on est à un an pile, qui est finalement la première qui a mis en place des premières règles environnementales en droit du travail. Et en fait, surtout sous l'angle des prérogatives du CSE, du Comité social et économique. Par exemple, aujourd'hui, la base de données économiques et sociales, la BDES, à laquelle a accès le CSE, doit comporter des informations d'ordre environnemental. Lesquelles, par exemple? Alors, c'est vraiment sur les problèmes d'impact, par exemple, des différents sites. La flotte IT, par exemple. Exactement, c'est-à-dire la consommation de papier, de consommables, toutes ces informations. Donc vous avez toute une liste qui a été d'ailleurs publiée récemment par décret, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Il y a aujourd'hui une obligation de consultation du CSE, en tout cas d'inclusion dans les consultations du CSE des impacts environnementaux des projets. Et ça, c'est nouveau aussi. Ça a été et en fait, bon, on ne dit pas que tout projet de l'entreprise va avoir un impact environnemental, mais c'est quand même très souvent le cas. Donc il y a quand même cette obligation-là. Après, ça reste quand même, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, un peu impressionniste, c'est-à-dire que c'est pas un cadre global, mais par exemple, regardez, le forfait mobilité durable qui a été mis en place à partir de 2020. Ça, typiquement, ça marche très très bien. En plus, là, dans le cadre de la loi de finances rectificative, le forfait a été augmenté à 700 voire 800 euros avec un régime social et fiscal favorable. Donc vous avez ça. Vous avez également des sujets tels que l'instruction ministérielle du 31 mai qui, le gouvernement avait le nez creux, prévoyait les obligations des employeurs en cas de canicule et notamment en cas de placement du département en alerte rouge avec de nouvelles obligations qui n'existaient pas avant. Donc vous voyez aujourd'hui c'est un peu un patchwork, oui, mais c'est en train de se mettre en place et ça va se mettre en place à mon sens essentiellement en dialogue avec les partenaires sociaux comme souvent en France, c'est-à-dire qu'on commence comme ça en disant bon on va donner des droits supplémentaires aux partenaires sociaux et après il faut se saisir un peu du sujet pour commencer à en parler avec eux et éventuellement mettre en place des nouvelles politiques aussi. Ça va impliquer aussi un renouvellement de génération dans les CSE. Est-ce que vous savez, Benoît, la moyenne d'âge des membres du CSE en France? Non, je ne la connais pas, mais elle ne doit pas être très jeune. Bon, parce qu'il y a aussi voilà, cette frontière générationnelle en termes d'engagement qui est une vraie variable dans les entreprises. Oui, et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de clients qui ont beaucoup travaillé dans des accords sur le droit social, le syndical, et des représentants du personnel sur le retour à l'emploi des représentants du personnel. Parce que le problème, c'est que quand vous avez quelqu'un qui devient représentant du personnel pendant d'une très longue durée, il va d'autant plus hésiter à quitter son mandat qu'il va avoir des problèmes de formation, qu'il aura perdu effectivement, et aujourd'hui, ça va tellement vite en plus. Et donc après, il y a la fameuse question de la limitation du nombre de mandats, oui, comme pour d'autres instances. Mais en fait, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais il n'empêche qu'il y a des efforts de formation, il y a un travail aussi là-dessus, parce que ça va très vite aujourd'hui. On va continuer évidemment à parler de recrutement, l'un des grands enjeux de cette rentrée pour les patrons français. Stéphane Nomis, j'avais juste une question avant de vous laisser partir. Vous avez une autre casquette, vous êtes président de la Fédération française de judo. On est à 2 ans des Jeux qui vont se passer à Paris. Première question, ça fait quoi d'avoir comme ça des Jeux qui se passent à Paris quand on est président de fédération? Et deuxième question, vous êtes le plus gros pourvoyeur de médailles, on est bien d'accord, de la délégation tricolore. 8 médailles à Tokyo. Et vous n'avez quasiment pas de sponsor. Non, on n'en a pas. Comment ça se fait? Alors, moi j'ai repris pendant la crise. Oui. Avant, il y en avait plus, hein. Avant, il y avait 5 partenaires. Pendant la crise, c'est tombé à 1 et on est resté à 1 partenaire aujourd'hui à la Fédération française de judo, le plus gros pourvoyeur de médailles des Jeux Olympiques français. Quel argument on peut donner aux chefs d'entreprise, aux patrons qui décident cela, pour soutenir les fédérations sportives à 2 ans des JO, puis pas seulement les champions, toutes les générations évidemment de judokas qui arrivent derrière? Eh ben, on a une génération d'athlètes de haut niveau qui est juste incroyable en France en judo. D'ailleurs, on a gagné les chemins du monde hier, même chez les cadets. Donc, cadets, juniors, seniors, on est vraiment au top. On a des valeurs extraordinaires. On a besoin du soutien des grandes entreprises pour aider la France à performer à Paris 2024. Et j'espère que on est en sortie de crise, c'est la fin du Covid. J'espère ils vont revenir, ils vont entendre votre appel. Exactement. On espère aussi effectivement. Et je réponds à la première question. Oui, tout à fait. Dites-nous. Pour
pour un président de fédération, les Jeux à Paris, c'est juste extraordinaire, c'est formidable, c'est tous les 100 ans. Ouais. C'est tous les 100 ans, c'est pour la France entière, ça va être fabuleux. Nous, on emmène nos athlètes, on les fait voyager dans toute la France, ils sont accueillis hyper bien. Vraiment, ça va être une belle histoire entre la France et les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Eh bien, vous reviendrez pour en reparler, évidemment. Avec une cérémonie de fou. Avec une cérémonie sur le fleuve, a priori, que vous êtes d'accord, ça vous plaît beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane Nomis, fondateur, CEO de Hippon Technologies et président de la Fédération française de judo. Merci d'être venu témoigner aujourd'hui.